Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. C'est l'avant-dernier épisode avant la fin de la saison 1 et je suis très contente de recevoir celui qui cartonne, ou qui a cartonné en tout cas très récemment au cinéma dans Cocorico, dans Chasse gardée, qui est en train de tourner plein de films qu'on a hâte de découvrir. C'est Julien Pestel. Salut Julien. Bonjour Léa. Ça va ? Bah oui, ça va très bien. Je suis trop contente de faire cet avant-dernier épisode avec toi. Moi aussi. En plus, il fait beau aujourd'hui. Enfin, là, vous vous en rendez pas compte, ouais. Mais il fait beau pour la première fois à Paris depuis le mois de septembre dernier. Ouais, de 2021, je crois. Parce que là, franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Bah écoute, je crois que voilà, le ciel est content qu'on passe ce petit moment ensemble, nous a envoyé Quel des bonheur. bonnes vibes. Bon alors, bah écoute, tu vois, dans ce podcast, on revient sur les débuts des gens. Donc moi, ce que je veux savoir, Julien Pestel, qu'on a découvert dans Pamacho, je vais revenir sur tout ça, mais avant d'en arriver là, je veux savoir d'où tu viens, de quelle, même si moi je sais, de quelle région, voilà, quel type de famille, quel genre d'enfant t'étais, tout ça. Oh là là, Ouais. c'est long. Oh, non, t'inquiète. J'ai eu 1000 vies. J'ai eu 1000 vies. Alors, quelle région déjà ? T'es né dans quelle région ? Moi, je suis du sud-ouest. Ouais. Je suis né dans le Quercy, dans une ville qui s'appelle Cahors. Ouais. À 1h et demie au-dessus de Toulouse, voilà, qui est connu pour son pont fortifié du Moyen-Âge et puis pour son pinard. Voilà, que pour ça. Essentiellement. Essentiellement. Donc petite ville quand même. Oui, C'était 20 000 habitants à 20 000 l'époque. habitants. Ouais. Est-ce que t'es fils unique ? T'as des frères et sœurs ? J'ai une petite sœur. T'as une petite sœur Qui a 3 ans de moins que moi. Ok. Donc t'es né en 88. Oui. Et quel type de famille ? Tes parents faisaient quoi ? Alors chez moi, les parents, il y en avait qu'un, c'était ma maman. Ok. Le papa n'était pas là du tout parce qu'il est parti. C'était aussi Voilà. la mode, on va dire, des années 80. Vrai. On fait des enfants puis on s'en va. Puis on se casse, Quoique ouais. ça existe toujours aujourd'hui. Ouais, Mais c'est vrai. donc chez moi, les parents, c'était maman qui Ouais. était employée de banque Ok. à l'époque et qui l'a été pendant 43 ans, qui était à la retraite aujourd'hui. De qui vous a élevé toute seule ? Qui nous a élevés tous les deux, toutes seules. Waouh. Bah Ouais. déjà, le chapeau à Avec maman. ses horaires de bureau. Bah ouais. Et avec le regard des gens aussi, parce qu'à la campagne, dans les années 80, que t'es une femme et que t'élèves des enfants toute seule, Ouais. c'est peut-être moins bien perçu qu'aujourd'hui. Ah ouais, t'es un peu montré du doigt, quoi. Et alors, quand t'as un enfant qui veut être comédien, j'imagine que c'est pire après. Mais, mais t'es quel genre d'enfant ? T'étais plutôt sage, plutôt agité ? Non, si, gentil. Gentil ? Ouais, j'ai Ouais. pas fait trop de bêtises. Ah, c'est à vrai ? l'adolescence, un petit peu. Ouais. Mais en fait, j'étais pas le plus doué de la classe, on va dire. J'ai jamais été très scolaire. Ouais. J'étais pas le meilleur élève, j'étais un peu l'original, celui qui était un peu en marge dans la cour de récréation. Moi, je regardais beaucoup de films, de dessins animés, de choses comme ça, déjà jeune. Ouais. Et quand il y a un film qui me plaisait, je pouvais arriver le lendemain dans la cour d'école, habillé comme le personnage du film pour rigoler, pour continuer un peu le délire de ce que j'avais vu. Ah, c'est sympa. Et forcément, les camarades dans la cour de récré se disaient « Waouh, ok, Pestel, il est perché !» Et ta mère, elle te laissait aller à l'école comme ça. Mais ma mère avait eu une expérience de comédienne quand elle était jeune, on va dire. Ouais. Elle était aussi originaire du sud-ouest, d'une ville qui s'appelle Figeac, Ah ouais. à quelques Je kilomètres connais de Cahors. Et elle voulait faire actrice quand elle était jeune. Elle a fait des pièces avec la troupe de Marcel Maréchal, etc. Et puis un jour, elle a eu l'occasion de monter à Paris, de monter à la capitale, Ouais. comme on disait. Et ça ne s'est pas transformé. Malheureusement, c'était une autre époque aussi. Donc elle est restée dans le sud-ouest. Et puis elle est rentrée à la banque pour faire un vrai travail. Comprenez, pas une vie de troubadour. Je comprends. Mais alors, donc, est-ce qu'elle t'a transmis, tu penses, ce goût pour l'acting ou... Oui, il y a de ça. Ouais. Et moi, j'étais quand même un garçon assez timide. Ouais, ouais. J'étais pas fanfaron du tout. J'étais même très réservé. Je parlais pas plus fort que les autres. Et à tel point que ma mère s'est dit, ça serait peut-être intéressant de mettre Julien dans un cours de théâtre. Dès l'école primaire et au collège pour essayer de combler cette timidité, et effectivement ça a été une très bonne idée. Ah génial, Ouais. d'accord, donc tout petit tu as commencé à faire des cours de théâtre, mais est-ce que c'était ton rêve de garçon, tu sais, de petit garçon, de faire ce métier, ou t'en avais un Pas autre? vraiment. J'ai le souvenir à l'école primaire de vouloir faire archéologue, Ah ouais. comme peut-être plein de petits garçons, peut-être aussi influencés par Indiana Jones et ce genre de film où dans ma tête c'était je vais aller chercher des trésors dans des pyramides, quoi.
très très bon délire. Et c'est même plus tard, quand j'ai passé mon bac, après je suis rentré dans une fac d'histoire, parce que j'avais quand même toujours ce délire d'archéologie, et je me suis rendu compte qu'archéologue, c'était pas du tout gratter le sable pour trouver des trésors, c'était 95% du temps dans des bibliothèques à lire des livres chiants. Ouais, donc j'ai fait 1 an d'histoire et je me suis dit ok, c'est pas pour moi, je vais bifurquer. Ouais, donc alors justement la bifurque, elle se fait à quel moment? Alors tu fais des cours de théâtre quand t'es jeune, tu kiffes, t'aimes, Ouais. ça pallie à ta timidité, mais est-ce que ça justement te développe une passion que t'avais pas? Oui, je m'épanouis vachement dedans. Ok. Dans ça, ouais. J'y trouve quelque chose, et même dans le regard des autres, justement, comme je te disais, du mec un petit peu bizarre dans la cour de récréation, t'as un autre statut, genre, ah, c'est le gars qui fait la pièce de fin d'année et tout, tu vois. Il n'y a pas une forme de respect, mais ça te professionnalise, entre guillemets, même si t'es que dans une cour d'école. Et ça plaît aux filles, non? Non, les filles, elles s'en foutent. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, non. J'ai jamais été trop dans le genre, j'ai pas eu de gros succès avec les filles non plus. Mais non, je te crois pas. Non, mais quand j'étais maigre, j'étais très maigre, donc depuis je me suis rattrapé. J'étais maigre avec un grand nez, donc ouais. C'est drôle. Ouais. On t'imagine pas, genre gringalet comme ça. Ah, bah je te montrerai des photos, tu vas halluciner. Ah ouais? Tu vas faire des cauchemars. Incroyable. Non, je suis sûre que non. Donc, alors, ok, donc tes petits garçons, tu fais des cours de théâtre. Ouais. Le bac, tu le passes où? À quel moment tu pars de ta région natale? Je passe mon bac en 2004, Ouais. 2004-2005. Et la même année, j'ai le professeur de théâtre du lycée où j'étais qui me confie le premier rôle de la pièce qui sera jouée à la fin de l'année. Et il s'envolait beaucoup de peur que je loupe mon bac à cause de ça. Ah. C'était le professeur de théâtre qui était aussi mon professeur d'histoire-géographie, Okay. qui était un homme admirable que j'aimais beaucoup. Et du coup, en cachette, sans le dire aux profs ou au lycée, etc., il me filait des cours particuliers. De géo? Gratos, Ah ouais. de géo, d'histoire et même d'autres trucs, parce qu'il avait quand même une palette assez vaste de compétences, pour s'assurer que j'ai bien mon bac, malgré sa passion et ma passion pour le théâtre. Et il est même venu le jour des résultats voir si j'avais mon bac. Il était là avant moi, et quand il a vu que je l'avais, il était très content. C'est pas vrai. Ouais. Incroyable. Non, en fait, c'est ça, c'est un vrai professeur Ouais. au sens noble du terme, voilà, qui s'investit, qui veut faire la transmission à ses élèves, qui te passionne pendant ses cours et qui te porte, quoi. Donc, Ouais. Donc lui, bon, il te donne un premier rôle. Ouais. T'es encore à Cahors à ce Ouais. moment-là. Là, j'ai donc 16-17 ans, Ouais. à peu près. Ouais. tu passes ton bac à 16-17 ans. Ouais. Mais dis donc, tu serais pas un peu en Non, mais avance? je suis du début d'année, moi. Je suis du 1er janvier. Ah oui, d'accord. Donc j'étais toujours là. Un petit peu avant. Ouais. Ok, donc t'as ton bac, et après ça, Et qu'est-ce après, que tu... je pars à Limoges, Ouais, Limoges. 200 km plus au nord, Ouais. dans une fac d'histoire, où je découvre en fait que je peux faire ce que je veux, puisque j'ai plus ma mère avec moi pour me dire trop quoi faire, même si elle m'aidait. Et du coup, moi, ce que j'aimais faire, c'était rien. Donc j'ai rien fait pendant 1 an. Voilà, je faisais ce que je voulais. Je me levais à midi, à 13h. J'allais pas trop en cours. Le peu où j'allais, ça me passionnait pas. J'allais passer les examens par acquis de conscience. Mais bon, voilà, on était sur 4 ou 5 de moyenne. Tout. Ah oui. Bon, voilà, une année pour se trouver. Ouais. Et ensuite, j'ai pris d'autres cursus à l'université, toujours en fac de lettres, en sciences de l'éducation. On t'apprend à apprendre aux gens. Donc Ouais. ça, c'était Sympa. passionnant. Et tu faisais toujours du théâtre en Et parallèle? à côté, oui, je faisais toujours du théâtre. Et c'est à l'université que j'ai commencé aussi à écrire des sketchs, des courts-métrages, tout seul, parce que quand tu habites à Cahors ou à Limoges, si tu fais pas les trucs, on vient pas te chercher. C'est sûr. Ça tombe pas. C'est sûr. Donc Mais qu'est-ce qui te donne envie de faire ça? Parce que si t'es en fac d'histoire, alors d'accord, t'as fait des cours de théâtre, tu me l'as dit tout à l'heure, tu t'es plutôt du genre à regarder plein de films, à passer du temps devant la télé et tout. Mais à quel moment on se dit, quand on a personne du milieu autour de soi, je vais écrire des cours ou des sketchs? Je sais pas, une espèce d'envie. Ouais. L'envie qui est là tout le temps. C'est des choses que je faisais quand même quand j'étais encore à Cahors avec mon meilleur ami d'enfance, où on prenait la caméra le week-end, on avait, je sais pas, 14-15 ans, et puis on allait tourner des trucs dans la forêt, à l'arrache, on n'avait rien écrit, on improvisait des sketchs, ça nous amusait. Et en fait, je crois que c'était ça, c'est l'envie de divertir.
l'envie de faire rire Ok. avec des personnages, chose que sinon je ne faisais pas dans la vie normale en étant moi, mais que je pouvais faire à travers des personnages. Mais tu voulais faire rire qui alors à ce moment-là? Tout le monde. Tous tes potes, ta mère? Pas forcément la famille, non. Plus les potes. Ouais. Les filles peut-être aussi. Ouais. C'est vrai. Hein. Mais et donc là, je me suis mis à écrire des sketchs et à comprendre en fait que tu pouvais pas partir comme ça avec une caméra à l'arrache le week-end sans savoir ce que tu allais tourner, qu'il fallait l'anticiper avant. Donc j'avais réussi à récupérer des textes justement de courts-métrages, de trucs pour voir comment c'était construit. Donc j'ai appris comme ça sur le tas à écrire des sketchs. Tout seul. Ouais. Et ensuite, j'ai créé une association audiovisuelle en partenariat avec la faculté de Limoges, où je proposais de fabriquer du contenu de divertissement pour l'université de Limoges, pour les étudiants de l'université. Et je suis allé au bluff, je dis, et moi je vais former les étudiants, ne vous inquiétez pas, je sais très bien faire. Ah bah oui, je ne savais pas faire du tout. C'était dans ton cursus de former les gens donc pas bête quoi. Et j'avais suivi aussi une formation de gestion culturelle pour t'apprendre à faire les cachets, les trucs comme ça, etc. Et du coup, j'avais mes textes de sketch où je savais que je voulais me mettre moi en scène dessus. Et comme il n'y avait personne, j'allais démarcher dans les classes et facs. Tiens, toi, tu sais tenir une caméra? Si, tiens, viens, je vais te montrer. Voilà, t'appuies là, c'est le rec. Toi, tu sais tenir une perche son. Et au final, on a constitué comme ça une petite équipe où régulièrement, on allait tourner des sketchs et on les mettait sur Internet à une époque où il n'y avait pas YouTube ou même Dailymotion, etc. C'était sur des vieilles plateformes, Watt TV, Google Vidéo, ou même sur la plateforme de l'université. Et ça a eu du succès, à Limoges, en tout cas. À l'époque, quand tu faisais 100 000 vues sur un sketch sur Internet, t'es le roi du pétrole, quoi, tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes. Et t'étais hyper avant-garde alors, parce que... Ouais, je suis arrivé un peu tôt peut-être, ou un peu tard, je sais pas. Mais le côté fait maison, ça je connais. Ça tu sais faire, ouais. Et alors à quel moment tu fais la rencontre de Grégoire Loudig, avec qui tu vas faire Palmachot, de David Lantais? Eh ben écoute, quand j'ai produit, entre guillemets, ces sketchs pour l'université de Limoges, avec l'association Prise de Vue, je leur passe un petit coucou, on fête les 16 ans de la création. C'est pas vrai, et c'est toi qui l'as lancé. Mais bravo. Ça existe toujours, ils font toujours des sketchs. C'est génial, bravo. Et je me suis fait repérer par l'antenne régionale de France 3, Limousin, Poitou-Charentes, qui eux n'avaient jamais vu ça à Limoges. Ils disent, qu'est-ce que c'est, il y a un gamin là qui fait des sketchs, ça marche et tout, faut absolument qu'on le fasse venir à l'antenne. Du coup, on s'est rencontrés, ils m'ont invité à faire une chronique hebdomadaire en direct dans une émission qui était une sorte de télématin régional. Donc moi j'étais trop content, j'avais 19 ans, je découvrais l'envers du décor de la télé, tout ça, trop bien, le maquillage, waouh. Mais quoi, tu reçois un coup de fil, comment ça s'est fait? Ils viennent te voir? Coup de fil ou peut-être par Facebook, quelque chose comme ça. Incroyable. Donc là tu te dis quoi? Tu te dis tiens, étonnant. Du coup en parallèle de mes activités à l'université, j'allais faire ça une fois par semaine, quoi. Donc t'écrivais ta chronique hebdomadaire comme ça? Et ma première chronique à l'antenne, en direct, c'était donc en janvier 2009, quelque chose comme ça. On m'avait dit, cette année, tu vas faire les classements des vidéos web. C'était encore à la mode à l'époque, tu sais, les vidéos buzz, les buzz d'Internet. Donc tu nous fais un top 5. Chaque semaine, très bien, je connais bien Internet, je vois à peu près ce qui se fait, etc. Avec une ou deux vannes ou un truc comme ça. Exactement. Et au moment de préparer ma première chronique, je me rappelle de mecs avec qui j'ai échangé un petit peu sur MySpace quelques années avant, bien sûr. Qui eux avaient un peu le même délire que moi, mais dans les Yvelines. Moi j'étais dans le Périgord et ils étaient dans les Yvelines et ils faisaient des sketchs avec la caméra de leur daron, pareil, le week-end. Donc on avait quelques années avant échangé et je me suis dit, attends, je vais parler d'eux dans ma première chronique, tu vois. Et c'était les gars du Palmachot. Incroyable. Voilà. C'est arrivé comme ça. Et d'ailleurs, on en rigole encore. Je dis, pour les présenter, je dis, alors c'est un duo d'humoristes, acteurs. Vous allez voir, ils font ça avec 3 bouts de ficelle. C'est vraiment des amateurs. Vous fiez pas au truc, c'est des amateurs. Alors qu'ils étaient vachement plus qualifiés que moi. C'est drôle. Et puis du coup, on a reparlé après. Et l'année suivante, ils m'ont invité à Paris. Par sympathie, on va dire, pour se rencontrer, pour tourner un sketch, un clip qui s'appelait Internet pour les Bleus, pendant la Coupe du Monde. Donc ça, c'était en 2010. On s'est rencontrés.
Et puis après, on s'est plus trop quitté. Bah ouais, Voilà. ça a fité direct. Ouais. Et puis après, t'as fait partie du collectif, Alors, on dit, ça a pris du temps quand même, parce Ouais. que moi j'habitais encore à Limoges. Ouais. Sur ce tournage de clip, là, Internet pour les Bleus, j'ai rencontré plein de gens qui allaient faire l'Internet d'après. Ouais. Comme qui J'ai rencontré notamment Kian Kojandi, qui avait pas fait Bref encore, qui était encore chroniqueur chez Yacine Bellatar, tu vois. Ah oui, C'est ouais, loin. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est ça. Et j'ai déj avec lui, il m'a dit, mec, t'as l'âge, si tu veux faire des trucs là-dedans, quand même, ça serait cool que tu montes à Paris, c'est le moment, quoi. Je dis, ouais, et ça a vachement résonné chez moi. Donc je suis rentré à Limoges, et 2 jours après, j'ai posé le préavis de mon appartement, j'ai pris un billet de train pour Paris. Et je suis arrivé, mais ça fait un peu cliché, mais je suis vraiment arrivé avec mon sac à dos, mon sac de voyage. Ouais. J'ai dormi chez un pote pendant 2-3 mois. Et après, j'ai pris un appart et tout, quoi. Sympa le pote déjà de. Ouais, je payais un loyer. Ah bon, quand même. Ouais. Ah ouais. Oui, je sais pas s'il regardera, mais en fait, je dormais sur le canapé. Ouais. Je payais 500 balles Ah oui, quand même. par mois. Et j'ai appris ensuite que l'appartement appartenait à son père. Donc en fait, je faisais Tu l'argent de son poche argent du de poche. gars, tu vois. Putain, je te crois pas. Ouais, il est malin lui. Mais alors, tu le vois toujours? Plus beaucoup. Oui, je comprends. Non, mais je l'embrasse. Et alors, donc, merci Kian Kojandi. En gros, il a été un peu l'élément déclencheur qui t'a dit. Ouais, il m'a déclenché. Il a eu les bonnes paroles Ouais. au bon moment, quoi, qui ont résonné chez moi. Et bim, tu arrives à la mais je suis capitale. arrivé, je me suis dit, je vais quand même pas arriver les mains dans les poches, je vais essayer d'avoir un petit projet derrière. Ouais. Donc, je m'étais inscrit au cours Simon, Ouais, pour faire des cours vrais Simon. cours de théâtre. Donc, j'étais allé faire mon édition, etc. Ouais. Ça se passait pas trop mal, et très rapidement, je me suis un peu ennuyé. Donc, j'ai arrêté ça. Puis, c'est aussi de l'argent, tu vois. Quand, Ouais, bien sûr. quand tu payes un loyer pour un canapé, que tu Plus, dois payer des cours. des cours de théâtre à 300, Ouais. 350 euros par mois, c'est Ouais. beaucoup Ouais, d'argent. c'est quoi, beaucoup. quand Ouais. Comment tu faisais? Tu avais trouvé un petit boulot? J'avais rien, ouais, j'avais un mini boulot. Un mini? Ouais. J'étais chargé de casting pour une émission de télé Ah ouais. qui s'appelle Une famille en or. Ah bah oui, Je bien travaillais sûr. pour Christophe de Chavannes. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, mais il y en a Pendant plein. 2 mois. Ok. C'était une expérience particulière. Tu m'étonnes. Ouais. Tu dois recruter des familles. Ben en fait, c'est ça, tu fais venir des gens des 4 coins de la France Ouais. à leurs frais. Ouais. Souvent Ça, des c'est familles populaires, on va Ouais. dire, Ouais, pas au pauvres, sens quoi. péjoratif, Ouais, tu vois, ouais, mais ouais, c'est ça, bien ils sûr, espèrent passer à la télé, Ouais. toucher le pactole. Et tu les fais venir devant toi et tu vois jusqu'où ils peuvent aller, dans le ridicule, tu les pousses à mort. Et du coup, moi qui venais vraiment d'une famille populaire Ouais, de province, ouais. j'étais très mal à l'aise. Donc au bout de 2 mois, j'ai dit, je peux pas faire ça, je suis pas bien. Ah ouais, je Ouais. comprends. Mais ça m'a inspiré après pour le film Les Vedettes, justement, du Palmachou. Je jouais un producteur de jeux télévisés. Exact. Ouais, ah bah ouais. Je suis allé piocher des choses là. Ouais. Bah, t'as bien raison, de toute façon, notre vie nous inspire toujours pour les projets futurs, quoi. Et alors, ok, donc tu montes sur Paris, tu Ouais. fais ce petit boulot pour gagner des sous, tu payes ton canap', tu fais les cours Simon, mais alors, comment ça s'est passé après et comment tu t'es bougé, entre guillemets, pour faire en sorte que ça fonctionne? J'ai galéré longtemps, Ouais. plusieurs années, voire même pas loin de 10 ans, quoi, tu vois. Ah ouais. Ou une douzaine de fois, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus un radis, j'ai 3 mois de loyer en retard, j'ai des amendes, je peux plus les payer, je suis, waouh, je vais rentrer, quoi, je vais repartir dans le sud, tu vois. Et là, t'as un copain, aussi mon meilleur ami, Pierre Segondi, qui avait monté une petite boîte de prod, pour qui ça marchait mieux, et qui me disait, gars, reste bien, on fait des trucs, tiens, voilà, 100 balles, j'achète-toi à manger au moins pour la semaine et tout. Et du coup, ça permettait de gratter une semaine supplémentaire, et puis voilà, à force comme ça de petits coups de pouce et tout, tu finis par aller mieux. Mais à quel moment tu t'es dit je veux être comédien, c'est ça que je veux faire, et où tu t'es laissé aller complètement? Je te disais que je voulais être archéologue quand Ouais. j'étais petit, mais j'avais quand même toujours ce truc de comédie Ouais. derrière, quoi. Ouais, bah ouais. Fantasmé un peu en disant, idéalement dans ma vie, j'adorerais faire ça. Bah Si oui. ça va pas, je vais finir prof, ou je rentrerai, je sais pas, à la mairie, à Limoges, enfin, avec tout le respect que je leur dois. Mais idéalement, moi, je voulais faire ça. Acteur, ouais. Et ta mère, elle t'a toujours soutenu, alors j'imagine, elle Toujours, qui rêvait aussi Ouais, de ouais. faire ce métier. Elle m'a soutenu financièrement, moralement, etc. Ouais. Ouais. Donc alors t'as des coups durs, mais 10 ans c'est énorme, ça veut dire que t'arrives à Paris. Non, mais c'est 10 ans où je travaillais, si tu ouais, veux. tu faisais quand même des Mais trucs. le peu d'argent qui rentrait, c'était pour rembourser des dettes, des prêts étudiants, Ouais. des prêts de bagnole, des trucs, tu vois, des trucs que quand
tu galères, tu te mets très vite, très jeune, des charges sur les épaules. Donc après, faut égaliser, quoi. Faut remplir les trous. Bah ouais, et puis en plus, donc t'as arrêté ta chronique sur France 3 si tu viens sur Paris et tout. Ouais. T'as pas essayé de retrouver un truc un peu équivalent? Si, mais tu sais que je suis allé démarcher, j'ai déposé des CV dans des Quick, dans des McDo, etc. Je me suis fait envoyer chier à chaque fois. Genre, on s'en fout, hein. Votre profil nous intéresse pas. Tu vois. Ah ouais. Donc je dis, ma merde, je veux... Si, faites-moi faire des frites. Ouais. Non, juste que j'ai un peu de thunes, quoi. Ouais. Et à côté de ça, le Palma Show, donc 1 an après la première rencontre réelle, m'a rappelé, Grégoire sans doute, pour me dire, écoute, on a un programme là sur Direct 8. On aimerait bien que tu viennes faire un petit coucou aussi. Ça s'appelle Very Bad Blague. Il dit, ouais, ok. Et là, vraiment en condition sketch, à tous les 3, plus avec Jonathan Barré, le réalisateur, très vite, la rythmique s'est révélée, s'est imposée. On était dans les mêmes références, dans la même dynamique de jeu, etc. Et après, ils m'ont appelé, j'ai fait 150 sketchs avec eux. Ouais. Donc ça aide aussi. Payer, évidemment. Alors après, les salaires grandissent avec les années, mais au début, c'était... voilà, mais c'était un salaire hein, pour moi. C'était formidable. Et surtout, la première fois, en fait, que t'es payé en faisant un truc que tu kiffes, tu vois. Ça, c'est formidable. Bien sûr. Tu te dis pas, je vais travailler, c'est quelle chance, je vais aller déconner, faire un sketch, voir des gens que j'aime beaucoup, et puis en plus, je vais être payé. Ouais, trop bien. Clair. Donc, ça crée tous les sketchs du Palma Show qu'on connaît. Et c'est arrivé en même temps que l'émergence des collectifs Internet, qui sont arrivés au cours en 2012, donc à savoir Studio Bagel, qui était la branche de Canal+, et Golden Moustache pour M6. Exact. Et comme moi, j'avais un visage un peu connu, grâce au sketch du Palma Show, où j'étais toujours le mec derrière, ou le troisième, le truc, voilà, bah, je me suis fait embaucher régulièrement chez Golden Moustache et chez Studio Bagel pour faire des seconds rôles, des petites bidouilles, etc. Et au final, tu crées une nouvelle famille. Ouais, un réseau, quand tu fais un petit peu ces 3 trucs-là, justement, tu te dis, c'est bon, j'ai mis un pied dedans et maintenant à moi d'enfoncer la porte ou... Ouais, un peu. Ouais. Tu te dis... si je suis tombé sur des gens pas trop cons, j'espère qu'ils auront l'intelligence de laisser traîner un bout de corde pour que je puisse m'y accrocher si jamais ils vont plus haut, quoi, tu vois. Bah oui, et puis comme tu dis, alors David et Grégoire Ledig, c'était un peu le duo, tu sais, de base, quoi. Est-ce que, comme tu dis, tu faisais toujours le petit mec derrière, le machin, ça c'est pas difficile quand tu démarres de te dire, je suis toujours un peu le second couteau ou... Non, pas du tout. Ouais. Non, je venais de Limoges. Ouais. Mais non, mais tu vois, je faisais des sketchs avec mon pote dans la forêt vers Rocamadour, etc., à l'arrache. Et là, même si t'es le mec derrière, tu passes à la télé tous les soirs avec des rediffusions. Alors, t'as pas d'argent, tu manges un yaourt devant la télé. Mais t'es heureux. Et tous tes copains sont persuadés que t'es devenu une star. Mais non, ça a jamais été un problème, ça. Ça c'est pas fou ce décalage justement, on va dire, entre je sais pas, tes potes de Limoges que tu as pu garder par exemple et qui ne connaissent pas le milieu, et c'est vrai que dès que les gens voient régulièrement quelqu'un à la télé, il a l'impression qu'il devient riche, célèbre. Ça c'est pas dur à gérer, ça? Non, moi j'ai toujours été très honnête, donc quand j'avais des copains qui me disaient on t'a vu dans telle pub, parce que les pubs il y en a aussi forcément, quand tu galères tu prends des pubs, tu vois, on t'a vu dans telle pub, ça se met bien, je dis écoute, tiens regarde, voilà ma fiche de paye, tu vois. C'est clair. C'est quoi la pub préf que t'as faite? T'en as fait plein? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Ou celle que vraiment t'assumes plus du tout? Non, il y en a? J'essaye de toutes les oublier, mais non, je me rappelle plus, honnêtement, je me rappelle plus. Ok, donc toujours pour gagner des sous, tu fais la pub, tu tournes dans ces vidéos. Tu rêves de quoi à ce moment-là? Tu rêves de théâtre, de cinéma, de télé, de cinéma. De cinéma, donc comme comédien, parce que comme tu m'as dit que tu écrivais des sketchs, est-ce qu'à aucun moment tu te dis je veux écrire pour le cinéma? En démarrant justement avec le Palma Show et puis avec Bagel et Golden Moustache, je continuais quand même de faire ce que j'avais appris à faire à Limoges, c'est-à-dire produire moi-même des choses. Donc j'écrivais des sketchs, des programmes courts que je réalisais ou que je produisais ou que je mettais en scène et dans lesquels je me mettais en scène. Et ça, on le mettait aussi en ligne sur YouTube, sur Dailymotion à l'époque. Ouais. C'était même avant YouTube, ça, je crois. Ouais. Et du coup, j'avais quand même la prétention de me dire j'aime bien faire d'autres choses que jouer, j'aime bien écrire, proposer des choses. Mais c'était un peu malgré moi, pareil, tu vois. C'est que quand ça vient pas,
faut rester moteur du truc, faut proposer. Si t'attends que ça tombe, ça ne tombera pas. Ah, c'est mais beau c'est les sûr. contes de fées, mais ça ne tombe pas comme ça. Ouais, donc voilà, on va dire, tu as eu ce petit coup de chance de ces mecs-là qui t'appellent et qui se disent tiens, viens, on fait un truc, et ça a été florissant. Mais tu lâches rien pour autant et tu te bouges, quoi. Tu vas à fond, Ouais, c'est de l'abnégation. Ouais. Mais c'est un truc aussi. Qui dit Vincent Lindon, je crois. Qu'en fait, dans ce métier, t'as l'impression que t'en as jamais assez. Tu vois, même quand tous les gens autour de toi se disent bon bah lui il est installé tranquille, non, plus là il m'en faut plus, je suis pas encore là où je suis bien. Ouais. Il disait ça parce que même lui après avoir eu sa Palme d'Or à Cannes, son prix d'interprétation pardon, il disait plus. Ouais. J'en ai pas assez, il me faut plus. Ouais, je comprends. Donc où ça s'arrête, tu vois. Bah, c'est le moteur, en fait. Ouais, c'est ce qui c'est fait que ça s'arrête jamais, finalement. Et cette espèce de rage aussi que t'as, enfin pour ma part, de me dire, je viens d'une campagne qui est très jolie, mais qui est très pauvre, d'une famille lambda, on va dire. Et putain, j'ai envie quand même de les rendre fiers, qu'ils se disent pas qu'ils m'ont soutenu pour rien. Et t'as envie d'y aller, quoi. Tu vois. Ouais. Et mais quand ça arrive, ça fait plaisir. Et quand tu dis ça a pris 10 ans, tu veux dire ça a pris 10 ans entre ton départ de Limoges et le premier passage au ciné? C'est ça, quand tu dis ça a pris 10 ans? Ça a pris 10 ans financièrement. Financièrement, en pour gros. que tu sois un peu plus serein, quoi. Ouais. Ok. Je suis arrivé à Paris en 2010 et j'ai commencé à me stabiliser financièrement courant 2019-2020, quoi. Ah oui, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Ok. Et alors, première apparition au ciné, justement, les mecs, comme on dit, du Palmacho, donc Grégoire Aloudig et David Lantet, commencent à faire un premier long, Les aventures de Max et Léon. La folle histoire de Max et Léon. Ouais. Tu fais ta première apparition au ciné avec eux. Et alors là, j'étais comme un ouf, moi. Ah ouais? Ouais, ça reste un super souvenir. On a tourné ça en 2015, ouais. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Quoi. Ouais, ça passe vite. Hein. Wow. Ouais. Et j'étais comme un gosse. Déjà, j'étais méga flatté qu'ils aient eu la délicatesse de rester fidèles et de m'embaucher sur leur film. Ouais. C'est parce que c'était pas forcément évident non plus. Quand t'es pas connu, pour monter un film, pour le savoir, il faut aussi ramener des noms, des stars, sinon ça n'intéresse pas les producteurs, les distributeurs. Et j'étais comme un ouf. Surtout que c'était un film d'époque. Ça se passait pendant la guerre de 39-45 et mon premier jour de tournage, c'est ma séquence de fin. Je vais spoiler le film, bon, il est sorti il y a 10 ans. Ouais, tu peux y aller, je crois que tout le monde l'a vu. C'est la scène où je meurs, où je me fais tirer dessus. Ouais. Et tu tournes ça au tout début. Moi j'étais premier jour. Et donc j'arrive sur le décor, on était en Belgique, j'avais mon costume de militaire comme ça sur mesure, un artificier qui vient me voir, qui m'explique qu'il a mis des charges explosives dans ma veste, que ça me fera rien, mais qu'il faut pas que je mette la main, parce que sinon la main elle va brûler. Donc ok, on me fout les boules caisses pour pas que je devienne complètement sourd. Face à moi, il y a Bernard Farcy qui me tire dessus avec un faux flingue, et à 2 mètres, il y a Christophe Lambert qui était producteur du film, qui est avec des écouteurs comme ça derrière le combo. Vas-y, c'est super, super. Donc là, je me dis ok, là je suis au cinéma, c'est fou. Et je me mets un peu à être ok, apportez-moi du sucre. Et depuis, j'ai toujours cette tendance-là. Je suis tellement content de faire ce métier que quand je réalise trop que je le fais, ça me fout une angoisse, tu vois. J'essaye de rester concentré sur mon travail, sur mon texte, sur la séquence, mais si je commence à prendre de la hauteur, du recul en me disant regarde où t'es, oh là là, ça me terrifie, tu vois. Tu m'étonnes. Enfin, je suis content, mais je me dis waouh, putain, waouh. Non, allez, on n'y pense pas. Là, alors, la séquence. Donc là, t'as combien de jours de tournage quand tu fais cette première apparition au cinéma? Je sais pas, une 12. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme pour un première expérience. Il y avait 40-45 jours de tournage sur ce film. Bah ouais, mais quand même. Mais c'était déjà un rôle magnifique pour une première. Ouais. Comment tu fêtes ça, entre guillemets, avec, je sais pas quoi, ta mère, tes potes, toi-même? J'étais toi-même trop et toi-même. Ouais. J'ai récupéré des affiches du film, j'en ai offert à toute ma famille, des DVD. Et j'ai invité ma mère à Paris pour qu'elle assiste à l'avant-première, donc elle était comme une ouf, pareil, tu vois, très émue. Et ouais, c'est un beau souvenir. Ouais. Puis après, tu t'habitues, t'en fais tellement.
Non, mais c'est toujours un événement en fait. Ouais, bah ouais. Et alors, comment ça se passe par la suite? Donc ça, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi après ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on t'appelle pour passer des castings? Tu trouves un agent? Comment ça se passe? Après ça, c'était pas si évident en fait. C'est-à-dire que le film était très bien, il a fait 1 200 000 entrées, je crois. Ouais. Moi, le rôle était bien, je me trouvais bien dedans, et puis tout le monde te dit à ce genre de moment-là, ah t'es super, je me fais pas de soucis pour toi. Ouais, si dans 5 mois t'es pas en train de cartonner, c'est que, enfin, je m'appelle Michel, tu vois. Et ça, quand t'as 22 ans, quelque chose comme ça, t'y crois. Et c'est un conseil, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier, ne croyez pas trop les flatteries, etc. Parce que les gens qui y croient finissent toujours par devenir un petit peu fous. Donc non, après Max et Léon, ça s'est pas déclenché tout de suite. Ah ouais. T'as trouvé un agent à quel moment? J'ai trouvé un agent pendant la période Golden, Bagel, avant, ouais. Ils sont venus te chercher, c'est toi qui en as trouvé un? Je sais plus. Tu sais plus? Non, je me rappelle plus. Je crois que c'est quelqu'un qui est venu me chercher, me proposer ses services, qui avait tous les gens d'internet en fait à l'époque. Ouais, bah ouais. Donc comme je faisais un peu partie de toutes les bandes sans vraiment être intégré nulle part, ça semblait assez naturel. Ouais. Quoi. Ok, donc ouais, et après Max et Léon, donc il marche plutôt bien. Mais d'ailleurs, on pourrait croire que t'es un peu un gris-gris du cinéma, parce que t'es Chasse gardée, plus de 2 millions, Cocorico 2 millions, Max et Léon, premier film du Palmacho, 1 million. Il faut que les distributeurs et les producteurs continuent de croire que je suis un gris-gris pour les films. C'est tout bénef pour moi. C'est clair. Donc alors, et donc là, c'est pas pour autant qu'on te propose direct. Non. Pourtant, tu meurs, t'es mort mieux que Marion Cotillard dans Batman. Bah non, je suis pas resté sans rien faire. J'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de sketchs, j'ai fait beaucoup de programmes courts, des choses pour la télévision, etc. À côté, qu'est-ce que je faisais? J'ai travaillé pour le Grand Journal. Enfin, je me suis occupé, mais le cinéma est pas venu tout de suite. Non. Ouais. Il a fallu attendre quelques années aussi. Ah ouais, encore. Ouais. Donc, et pendant ce temps-là? Eh ben pendant ce temps-là, tu t'occupes. Ouais, c'est ça, tu t'occupes et t'essayes de gagner des sous. J'ai fait une chaîne YouTube où je produisais des courts-métrages et des sketchs. Ouais. C'était pas vraiment un plan économique parce que quand tu fais pas des millions de vues, tu touches rien, tu vois. Ma chaîne YouTube, si tu veux parler chiffres, depuis le début que je l'ai créée en 2016-17, elle a dû me rapporter, je sais pas, 3 ou 4 000 balles. Ah ouais. Sur toutes ces années, enfin, tu vois, tout cumulé. Bah ouais. Que je partage avec mes associés en plus, donc bon. Ah ouais. Voilà. Ouais. Bon, c'est vraiment pour le kiff parce que t'es un passionné, quoi. Exactement. Ouais. Ah là là. Et quand t'es arrivé dans le milieu du cinéma, on t'a dit que t'avais un air de Jean Dujardin ou pas? Oui. Ouais. Mais même avant. Et déjà, mais tu sais, à Limoges, on y revient toujours. Je m'étais fait remarquer en faisant une parodie d'OSS 117. OSS 117 qui arrive à Limoges. Donc j'en jouais aussi à l'époque. Et puis après, voilà. On te fait comprendre, non, il y en a déjà un gars, ça sert à rien. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te dis pas, merde, on va me dire que je suis toujours le sosie 2 non, mais après, non, j'ai pu diversifier les rôles, les trucs, donc j'ai montré que je pouvais faire d'autres trucs, voilà. Qu'avoir un sourcil qui se lève. Ouais, mais c'est ça, en fait. Je crois que c'est quand tu fais le sourcil qui se lève qu'on a l'impression, vraiment, il y a un air, quoi. Il y a quelque chose. Non, mais c'est sympa. En même temps, c'est plutôt encourageant. Tu te dis, si le mec qui me ressemble, il a fait une carrière de dingue. Ouais. C'était flatteur. Je préférais qu'on me dise, tu ressembles à Dujardin plutôt que tu ressembles à, je sais pas, Sim, tu vois. Enfin, les pauvres. Qu'on embrasse. Ouais, qu'on embrasse. Si les gens s'en souviennent encore. Je suis vieux. Moi plus que toi, te plains pas. Bon alors alors c'est incroyable parce que c'est un peu le rêve américain mais en France quoi, que tu vis, tu quittes ta région natale, t'arrives à Paris avec ton baluchon et puis quand même t'arrives à mettre un pied dedans et ça c'est incroyable, tu vois. Moi je pense toujours à tous ces gens qui nous écoutent, qui rêvent de cinéma, de tout ça, qui se disent non, c'est impossible, je connais personne. Voilà, je connaissais personne. Je viens de nulle part. Et en fait, non, on peut, il suffit, comme tu dis, d'être un faiseur déjà, d'arriver, de se donner les moyens, le courage d'être un faiseur et d'y croire. Ouais, de l'abnégation, quoi. Ouais. Voilà. Il faut, si vraiment t'en as très envie au fond de toi, ne jamais lâcher. Alors,
Je te dis pas, faut pas non plus être complètement nounouille. Si jamais tu arrives à 50 ou 60 balais et que ça s'est pas déclenché, faut peut-être lâcher l'affaire, tu vois. Avant faut même. peut-être trouver une petite route de secours. Oh, c'est sûr. Ou la retraite, par exemple. Voilà. Mais non, faut rien lâcher. C'est du travail, c'est de l'investissement, c'est du temps, des angoisses, du manque d'argent, mais et de la chance aussi. T'es un angoissé de base? Ouais. Ouais. Ouais, de ouf. Ah ouais, comment tu gères ça? Parce que quand on est comédien, qu'on est angoissé, c'est vrai que c'est dur. Je suis angoissé, mais même ado, j'étais quelqu'un d'assez angoissé. Ça rejoignait peut-être ma timidité aussi, je pense, tu vois. Pas à l'aise trop dans le monde, en société, etc. Et puis après, t'apprends à vivre avec, à canaliser les trucs, quoi. Et ça va mieux avec la carrière? Je veux dire, quand la carrière prend enfin un vrai bon tournant, est-ce qu'on est moins angoissé? Est-ce qu'on est plus serein? Ouais, je pense. T'es pas angoissé pour les mêmes choses. Ouais. Bon, aujourd'hui, je suis angoissé parce que j'ai une femme, j'ai une petite fille. Je me dis, putain, dans quel monde elle va grandir? C'est chaud. J'espère faire de mon mieux pour lui offrir au moins une enfance cool, pour qu'après elle ait tout ce qu'il faut pour être une grande femme chouette. Ouais. Mais c'est ce genre d'angoisse, c'est d'autres choses, tu vois. Et si ta fille rêve de devenir comédienne, tu lui dis quoi? Je sais pas. Je dirais, non, mais si vraiment elle a très envie, qu'elle veut le faire pour les bonnes raisons, je l'encouragerai. Ouais. Mais je serais pas du genre à la pistonner ou quoi que ce soit. Peut-être même que je lui conseillerais de changer de blase, en fait, de trouver un autre nom de famille ou autre. Ah ouais. Je sais pas. Je croyais que tu allais dire de changer de père. Bah non, quand même. Ok, donc alors non, mais moi ça m'intéresse de savoir aussi à partir du moment où tu as fait un film, deux films et tout, d'expliquer aux gens que c'est pas pour autant qu'on t'appelle direct pour un film, tu passes des casts, tu passes des castings. Beaucoup, voilà, ouais. Et comment tu te prépares? Alors surtout si t'es quelqu'un d'angoissé, tu vois, mais comment tu prépares à chaque tes fois, j'ai rôles? horreur de l'exercice du casting parce que effectivement ça me stresse et qu'en fait depuis longtemps j'ai l'impression, je sais pas comment dire, de gâcher le truc, tu vois, genre c'est comme si c'était une répète, genre je vais peut-être pas tout donner maintenant, je jouerai quand on sera sur le plateau, tu vois ce que je veux dire. Pour toi c'est laborieux l'exercice du casting. Alors j'ai changé avec les années. Ouais. Maintenant, je me mets plus en condition. Même il y a des trucs où, en fonction du personnage, je vais essayer de me fringuer à peu près sur un truc qui va donner une piste au réalisateur. Parce que autant les Américains, ils peuvent se projeter juste sur le jeu d'une comédienne ou d'un comédien. Ils se disent, oh bah lui, on lui rase la tête, on lui rajoute une prothèse là, ça va être super. Ouais. Autant en France, on n'a peut-être pas encore cette faculté-là, cette culture-là. Donc il faut aider aussi le directeur de casting, la mise en scène, pour dire, regardez, très naturellement, je peux coller à ce que vous imaginez. Enfin, ce que tu crois qu'ils imaginent. Ouais, bah ouais. Donc, et maintenant, en fait, j'ai un lâcher-prise. C'est-à-dire, tu prends de l'assurance en travaillant, avec les années, avec ton expérience, et tu te dis, je connais mon texte, je vois ce qu'il y a à jouer. Je vais le jouer de la manière la plus sincère, la plus juste possible. J'ai rien à me reprocher, je sais que j'aurais fait du bon taf. Maintenant, est-ce que moi, ce que j'ai proposé, ça va correspondre à ce que eux ils attendent? Et quand on me dit non, ça va pas le faire, je fais ok. Ouais. C'est pas ma faute. Moi, j'ai fait exactement. J'aurais pas pu faire autre chose en fait, ou ça. mieux. Ou tu vois, je me suis vachement appliqué. Je sais que ce que j'ai fait, c'est montable quelque part. Mais c'est pas ça exactement qu'ils veulent. Que ce soit ta voix, ta tronche, ta corpulence, ton énergie, etc. T'as raison. Donc, à partir du moment où tu sais que tu n'as aucune prise, tu n'as aucun pouvoir sur le casting en tant qu'acteur, actrice, ça te relaxe beaucoup plus simplement. Flex. Mais j'imagine qu'il y a des rôles où quand tu lis un scénario, alors il y en a où tu dis ouais bon ok je vais le faire pour l'expérience, mais franchement bof. Et d'autres où tu dis non, ce rôle je le veux. Ouais. Et qu'est-ce que ça change en toi quand tu prépares ton casting, ces deux émotions différentes? C'est vrai qu'il y a des trucs que tu fais un peu comme ça, pas à la légère, mais si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, il y en aura d'autres. Et des fois, tu as des trucs qui arrivent où tu te dis, ouf, oh là là, ça, je ne peux pas le laisser passer, il faut que je le fasse. Ça ne change pas grand-chose, c'est la même manière de travailler. C'est juste plus d'angoisse derrière. Ouais, c'est ça, quand même. T'es vraiment dans l'attente de la réponse. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Tu rappelles ton agent tous les jours? Oh, toujours rien. Hein, dommage. Putain, ça pue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Qu'est-ce que quoi? Donc là, parce que tu sais que t'as cette envie au bout, quoi.
Et c'est justement parce que tu es dans un registre très comédie depuis le début, comme tu dis, tu as démarré avec des sketchs, on t'a vu que dans des comédies, des grandes comédies d'ailleurs, populaires. Est-ce que tu as des envies particulières autres que ça, ou pour l'instant tu es bien dans ce registre et tu te poses vraiment pas de questions, quoi? Alors moi, j'aime, comme je te disais, moi, quand j'étais petit, je voulais divertir. Et c'est resté aussi en étant adulte. J'adore divertir les gens, les faire rire, etc. Alors après, j'ai quand même touché du doigt des trucs, d'autres genres. Tu vois, j'ai tourné pour Lupin, pour la série Netflix, où là, c'était vraiment un rôle de salaud pur et dur, que j'ai pris plaisir à jouer pour aller voir d'autres choses. Mais sur les premiers jours, pareil, malgré moi, je faisais des trucs un peu rigolos. Le réalisateur disait, gars, non, t'as pas compris, t'as l'air là. trop sympa, là. Non, on n'est pas sur une comédie, là. Faut vraiment tout enlever, là. Enlève des mimiques, ok, d'accord. Et j'y prends plaisir. Là, je tourne en ce moment une comédie romantique où c'est... Moi, en lisant le truc, je me disais, c'est rigolo, je vais faire le gars de comédie romantique. Non, c'est premier degré, c'est une comédie romantique, donc il faut jouer le gars amoureux, le truc, des vrais regards sincères, pas en faire trop, et c'est très plaisant aussi. C'est beaucoup plus reposant, en fait, de tourner, je trouve, du drame que de la comédie. Bien sûr. T'as juste à te laisser porter par un flow, une tempérance, tu vois, un débit de parole, sans forcément calculer à la demi-seconde près quand tu vas pouvoir poser ta vanne ou tel effet, tel punchline. Bah, c'est vrai que c'est ça qui diffère des vidéos sketch qu'on peut faire sur YouTube où il faut que ce soit très dynamique, parfois un peu dans le surjeu parce que c'est vraiment de la comédie, tu vois, et d'avoir cette transition vers un cinéma plus réaliste, entre guillemets, de pouvoir faire cette bascule, je trouve ça chouette, quoi. Tu vois. Et là, j'ai été validé aussi sur le prochain film de Cédric Jiménez. Ouais. Pour le coup, là, c'est pas du tout une comédie. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, j'en suis ravi. Je vais alors encore explorer autre chose, quoi. C'est quoi on peut te dire ton personnage ou c'est trop tôt? On ne peut pas en parler. On peut pas en parler. Je vais faire quelques jours. Ouais, quelques jours. J'ai pas signé le contrat, on sait jamais tant que c'est pas tourné. Raison. Mais ça, typiquement, c'est un film sur lequel tu t'es mis la pression, où tu t'es dit ça, putain, j'aimerais bien y aller, quoi. Oui. Ouais. Justement pour aller voir ailleurs. Ouais. D'autres familles, d'autres réseaux de cinéma, quoi. Ouais. Ok. Donc, et après, je me mets la pression sur d'autres choses, mais c'est à d'autres niveau, c'est-à-dire que là je sais qu'il y a un film que j'ai pas encore lu mais dont on m'a beaucoup parlé, les pitchs, les rebondissements, etc. Je sais qu'il est en cours d'écriture, et que c'est une histoire qui me parle énormément, et je connais le gars qui écrit, qui va le réaliser, et je lui dis, mec, si tu fais ça avec quelqu'un d'autre que moi, vraiment on va pas être copains. Ça, il faut qu'on se démerde, faut que je le fasse. Et lui il est chaud, mais après l'angoisse que t'as, c'est est-ce que le distributeur va être ok sur l'idée que ce soit moi, est-ce que le producteur pareil, donc faut jouer des coudes, quoi. C'est ça. Non, mais justement, c'est aussi intéressant d'expliquer aux gens que c'est pas parce que t'es dans le cinéma que tu restes dans le cinéma, parce que t'as des catégories d'acteurs, t'as les catégories A qui est des gens qu'on dit hyper bankable. Et t'as les catégories B, les catégories... Et en fait, c'est vrai qu'une fois que t'es dans ce milieu, le but, c'est quand même d'atteindre la catégorie où les gens, quand le réal te veut au casting, en fait, personne ne pose de questions et lui disent oui, les yeux fermés, quoi. Ouais. Mais bon, les gris-gris, quoi. C'est arrivé, là, j'ai fait 2 films où, pareil, ça a été des validations assez rapides de la part des distributeurs, des producteurs, etc. Mais tu sais jamais, en fait. Et même, justement, ces acteurs, actrices qui sont sur la A-list, tu sais, il y en a quoi, une vingtaine, en France, où c'est toujours les mêmes qui tournent, et c'est des bankable à mort. Même ces gens-là, ils sont obligés de passer les castings, des fois. Ça se fait pas tout seul, naturellement. Ça dépend du réalisateur, du film. C'est toujours une perpétuelle remise en question, même quand tu es persuadé d'être arrivé. Quoi qu'on n'ait jamais arrivé, non, il y a toujours quelqu'un pour te dire, ouais, t'es mignon, mais apprends déjà ton texte. Ouais, et vous faites tes preuves, c'est ça. Et c'est jamais encore arrivé qu'on t'ait proposé un rôle sans te demander de passer un casting, qu'on t'a envoyé le scénario en disant on te veut pour tel rôle. Chasse gardée, ouais. Ils m'ont envoyé le scénario, on pense à toi pour le rôle de Benjamin. Ouais. Donc je lis le truc. Et à la présentation de mon personnage, je vois Benjamin est un mec 30 ans, un peu attardé, il a une coupe mulet, il lui manque des dents, il boit du
cacolac vodka, c'est une sorte de Jacouille la fripouille 2.0. Je fais ok, allez. Je vais lire la suite, mais déjà, déjà ça m'intéresse. Ouais, c'est ça, c'est très. Mais d'ailleurs, ce rôle, j'allais dire, te va bien. Je parle pas des dents, hein, mais ni de la coupe. Mais ouais, ça te va bien. Mais d'ailleurs, souvent, tu dis, je fais encore le rôle du mec un peu bonnet, mais j'aime bien. Mais t'aimes ça bien, m'amuse ça te va de bien. faire les concons. Ouais, c'est clair. Tu le fais bien. Mais les concons touchants, quoi, tu vois. Bah oui. Benjamin, dans mon chasse gardée, c'est quand même un. Ouais. Bon, il est à moitié nounouille, oui. Il a été fini au kérosène. Ouais. Mais on prépare le 2 d'ailleurs, là. Il y a le 2 qui sort. Ah, il y a le 2 qui sort, Chasse gardée 2. Ouais. Génial. Benjamin va vivre sa propre aventure de son côté, de ce qu'on m'en a dit. Ah, mais génial. Ouais. Génial. Bah écoute, on a hâte de Cocorico voir. 2 aussi qui se passe. Enfin, il y a beaucoup de suites là, à première vue. Je sais pas si tout va se faire, encore une fois. Ouais. Tant que tu l'as pas tourné, tu sais bien pas. Bien sûr, mais c'est super. Ça veut dire beaucoup de projets en perspective, quoi. Ouais. Bon, alors justement, 10 ans pour y arriver, pour être bien installé, puis avoir de soucis en tout cas, là, tu fais ton petit bonhomme de chemin, bien. Est-ce que tu penses que si tu étais arrivé sur le marché, entre guillemets, aujourd'hui, sans ton expérience d'avant, si aujourd'hui tu avais 20 piges, est-ce que tu crois que ce serait plus difficile ou plus simple ? J'ai l'impression que quand tu arrives sur le marché du cinéma à 20 ans, c'est qu'il y a un petit côté jeune premier, gueule d'ange, que c'était déjà le cas il y a 60 ans. Ouais. Et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Je sais pas s'il y a des jeunes de 20 ans qui ont des gueules cassées qui peuvent comme ça percer d'un seul coup, tu vois. Ouais. Et moi, en l'occurrence, j'avais pas du tout une gueule d'ange quand j'avais 20 ans. J'avais vraiment une vieille tronche. Mais non, tu vois, avec toute les l'expérience accumulée et surtout les galères, les sacrifices, les déceptions, tout ça, si tu t'en as pas bouffé, t'arrives encore un petit peu ingénu, quoi, dans ce milieu-là. Donc c'est bien d'en passer par là. Mais tous ces jeunes qui arrivent via justement le web, tu vois, les vidéos YouTube, etc., tu penses que c'est plus simple là aujourd'hui de se faire connaître ou... C'est plus simple de se faire connaître d'un grand public qui n'est peut-être pas un public qui va au cinéma, parce que c'est un public très jeune, tu vois, sur les plateformes TikTok, etc. Ouais. C'est un moyen plus simple et efficace aussi de se faire valider justement par des distributeurs, des producteurs, parce que eux ils regardent les chiffres, ils disent bon bah évidemment s'il a 5 millions d'abonnés, ça devrait générer quelque chose, ne serait-ce que pour la promo du film, etc. Après, faut faire ça pour les bonnes raisons. Est-ce que ces jeunes font ça juste pour être connus ou parce qu'il y a une réelle envie de jouer des personnages, d'incarner des histoires, de faire du cinéma ou du théâtre ou autre chose. Donc en fait tout dépend de la volonté du jeune. Moi, le vieux qui parle. Tu parles. Donc, donc pas forcément plus difficile ou plus simple à notre époque, quoi, en tout cas. Non, c'est pas pareil. Mais quel conseil Parce que, en fait, je sais pas, je veux froisser personne en disant ça. Moi-même, je viens d'Internet. J'ai démarré en faisant des trucs. Bon, c'était il y a 15 ans, d'accord. Mais mes vidéos dans ma piole, etc. Après, les collectifs et tout. Donc, je connais très bien Internet. Mais j'ai, à la base, une volonté, depuis que je suis gamin, d'être comédien. Je fais du théâtre pendant près de 20 ans. J'ai essayé de suivre une formation pour ça à Paris. Enfin, voilà, je viens du théâtre et je sais que c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a certainement, mais peut-être que dans cette nouvelle génération, il y en a qui se disent bon bah je fais gaulerie des potes en soirée, j'ai lâché 2-3 vannes, et puis j'ai fait un tire-mon-doigt sur TikTok, ça a fait 5 millions de vues, je suis un génie, tu vois. Faut voir s'il y a autre chose derrière. Tant mieux s'il fait des films et que ça cartonne. Mais est-ce que ça va durer longtemps ? C'est ça aussi. Mais tu sais, je crois que quasiment tous les invités que j'ai eus sur Retour vers le début sont quand même unanimes sur le fait que même si dans ta vie, tu as la chance, c'est-à-dire la rencontre qui va faire un peu la différence ou te mettre le pied à l'étrier, personne n'a dit que ne pas travailler, ça marchait aussi, tu vois. Voilà, bosser, prendre des cours de théâtre si tu veux être comédien, commencer par là. Oui, c'est que la tu base. veux être doubleur, comédien, tout le monde est unanime sur le fait que voilà, prends des cours et vas-y quoi. Tente, mais en tout cas, fais les choses. Même si tu as un côté autodidacte, notamment avec Internet, etc., que tu apprends sur le tas et tout, il y a des choses que tu pourras pas apprendre sur le tas. C'est ça. Dans l'interprétation, que tu vas trouver qu'au théâtre. Est-ce que tu as une galère de comédien, je crois, la situation qui t'a rendu le plus mal à l'aise ou en tournage ou un truc comme ça? Ouais, il doit y en avoir. Oui. Attends.
Faut que je réfléchisse à pas dire trop de noms. Non, j'étais en tournage sur une série dramatique où j'avais passé des castings très laborieux, très longs, avec beaucoup de callbacks, des trucs qu'on te fait devenir 2-3 fois pour un rôle vraiment. C'est une bidouille, c'est un jour ou deux, quoi, tu vois. Bon, c'est l'exercice, ok, pas de problème. Tout le monde a des tronches austères, tu as envie de leur dire, les gars, c'est pas parce qu'on fait du drame que, bonjour déjà. Bon. Bref, je suis pris sur le truc. J'arrive sur le tournage qui se passait loin, en plus à Versailles, donc j'y vais évidemment avec mes propres moyens, puisque à l'époque on t'envoie pas de taxi, quoi, tu vois. Et on répète, je suis en costume, on me met mon micro, répétition, il y a la caméra, il y a le perchman, nanana, j'ai en face de moi les acteurs vedettes du truc. Et après la première répétition, j'entends le réal qui sort et qui va parler à son premier. Attends, mais c'est pas du tout ce qu'on avait convenu, ça. Non, c'était pas ce gars et tout. Là. Et ben, on m'a déséquipé. Ils ont pris le figurant à côté de Wham. On a changé de place. Et ils lui ont filé mon texte. Parce qu'en fait, ce mec avait aussi passé le casting. Et c'était une silhouette. Et du coup, il y a eu un micmac, je sais pas quoi, de mise en scène. Il ne s'était pas transmis l'info. Et on m'a mis en figure à côté du gars. Et du coup, quand tu fais ça, même j'avais les acteurs en face de moi qui me regardaient genre oh, on est trop désolé, c'est horrible ce qui t'arrive. Mais c'est clair. Et du coup, tu es là, tu te dis putain, qu'est-ce que je fais ? Je suis pas assez connu ou puissant pour péter une gueulante, tu vois. Enfin, t'es personne, tu vois. Donc t'es là, j'ai mâché ma joue pendant toutes les heures où on a fait les prises de vue. Et puis, ok, fin de séquence. Je me suis défroqué, je me suis barré en vitesse. J'ai appelé mon agent en disant bon, évidemment, tu leur dis que mon nom au générique, ils aillent se faire foutre. Hein, parce que franchement, une humiliation pareille devant tout le monde, merci, quoi. Tu dis, parlez-vous, quoi, les gars. Ah, mais ouais. Ah, ouais, dur. Ouais. Pas ouf. Pas ouf. Pire souvenir. Mais du coup, voilà, tu tournes un projet très cool où t'es vachement mis en valeur, et puis 2 jours après, tu fais ça te remet aussi à ta place. Tu me dis, allez, il te reste encore un peu de chemin, mon pote. Allez, faut bosser, quoi. C'était Baron Noir. Je l'ai dit. Oh là là. Je vais regarder pour essayer de te trouver maintenant. De voir cette séquence. Et le gars était bon, au moins. Mais lui, il avait rien à se reprocher. Il n'a rien demandé non plus. Genre. Il me dit, mec, pardon, je suis désolé, c'est pas moi. Mais je sais que c'est pas toi. Mais tiens, là. Mais lui, il s'est dit, c'est mon jour, quoi. Par contre, il a dû se dire. Très, très bonne journée pour le gars. Tu m'étonnes. Il a repris 2 fois des nouilles. Ouais. Ah ouais. On l'a revu, lui, ou pas? Je sais pas. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est pour dire, voilà, il y a des moments où dans ta vie. Oui, on l'embrasse. Dans ta vie, c'est ton jour, ton moment. Et peut-être un autre, ce sera celui de quelqu'un d'autre. Mais il y a des tannées comme ça qui arrivent. Waouh. Ah ouais, quand même. Ouais. Le manque de considération, ça fait mal. Même sans jouer les divas, tu sais. Bien sûr. Bah non, mais c'est sûr. Oui, tu rentres chez toi, t'es pas bien, quoi, à ce moment-là. Ouais, moi, j'ai mis 2 semaines à digérer le truc, genre, putain, les enfoirés, sérieux ? Et de m'avoir fait 3 points pendant ces semaines de callback et tout. Pour ça, les gars. Mais on va voir peut-être pour des reshoots, t'as des dispos en août. J'ai aucune dispo pour vous. Jamais. C'est sûr. Non. C'est sûr. Putain, bon, alors écoute, en tout cas, merci d'avoir quitté Limoges parce que donc t'as une carrière qui démarre bien et qui s'enclenche plutôt bien. T'as rencontré ta femme dans ce milieu. Oui, sur des sketchs du Palmacho. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi génial. Décidément, merci le Palmacho aussi. Et qui jouait dans Kaamelott, que je regardais, que j'appréciais beaucoup. Ouais. Voilà. C'est top. Formidable, je vis avec une star de cinéma, je suis ravi. C'est pas trop dur d'être 2 comédiens en couple, vous voyez ? On arrive à se voir, on arrive à équilibrer les emplois du temps pour que quand moi je tourne, elle tourne pas, et quand elle tourne, moi je suis à la maison aussi pour gérer notre fille. Et c'est à la fois super parce que quand tu rentres à la maison, tu sais de quoi parle l'autre, tu vois, les feuilles de service, les assistants, les trucs, les prépas, les nanas. Et c'est aussi un peu une malédiction parce que forcément, suivant les périodes, t'en as toujours un qui bosse plus que l'autre. C'est jamais une égalité totale. Ouais. Et vous faites répéter vos textes ? Ouais. Ça c'est sympa. On fait répéter nos textes, on fait nos tapes, tous les deux. Génial, génial. Moi j'adore ce genre de vie. Non mais c'est vrai. Alors il y a des questions que je pose toujours pour terminer ces podcasts, ces interviews. C'est quels sont les 3 films qui ont soit marqué ta vie, soit qui pour toi sont vraiment incontournables, l'un ou l'autre, ou les deux comme tu veux. Waouh. Ouais, c'est...
Ça peut être des films complètement différents, ça peut être des vieux films, des films récents. Bien sûr. Des films précis. Ouais. Voilà, je vais aller chercher dans les vieux trucs. Moi, j'ai eu aussi envie de faire ce métier parce que j'étais, et je suis toujours, fan de Louis de Funès. Ouais. Ma maman était toute seule, donc aussi élevée, comme je te disais, avec les films. Il y avait beaucoup de films de Funès à la maison, donc j'en ai bouffé quand j'étais gamin, beaucoup. Donc je pense que, de base, il y aura un film avec de Funès dans le lot, peut-être La Folie des Grandeurs, tu vois, qui est un truc quand même épique, où tu dis, waouh, c'est du cinéma, c'est premier degré, c'est beau, on y croit, on y est, et ils font n'importe quoi. Quand tu vois des adultes, des vieux faire nappe, c'est tellement bien. Bah, c'est sûr. Donc, marquant. Sacré perso, ouais. Ouais, un bon gros de Funès comme ça. Après, il y a eu Les Visiteurs, qui m'a matrixé. Ouais. Quand j'étais petit. Pour quelle raison ? L'histoire, tout. Tu vois, j'étais toujours passionné d'histoire. Ouais, bah oui. Ouais, ils font un bond dans le temps. Et comme j'étais du Périgord, autour de nous, on avait beaucoup de châteaux forts, etc. Donc j'ai toujours eu cette culture d'aller visiter le week-end. Tu vas pas au parc, tu vas dans le château, quoi. Et de voir un film justement sur des gars du Moyen-Âge qui arrivent aujourd'hui, mais moi j'étais comme un ouf. Ouais. Et ça, j'ai même créé plus tard un blog et tout. Quand j'étais ado, j'avais 12-13 ans, je faisais des trucs sur les lieux de tournage, etc. Ah, génial! Mais j'étais à donf. Ah ouais. Les Visiteurs, vraiment, ça m'a... Et parce que je trouve que c'est un des meilleurs scénarios de comédie en France, en tout cas, qui a pu être écrit. Le 1. Le 1, ouais. Ouais. Ok. Et troisième? Et troisième, peut-être un film américain plutôt, tu vois, un Spielberg. Pareil pour le côté grand spectacle. Jurassic Park. Peut-être. Ah ouais. Plus bien que E.T., c'est cool, mais je crois qu'il y a un avant et après Jurassic Park. Le gars, à la fois, t'es au spectacle, c'est-à-dire que tu prends un plaisir immense, et à la fois, t'es terrorisé. Mais moi, je l'ai vu, c'est sorti en années 94, 15, peut-être. Ouais, début 90, ouais. Ouais, t'étais tout jeune, quoi. Et t'avais 4, je l'ai pas vu au cinoche, je l'ai vu après, tu vois, mais je me le suis bouffé plein de fois avec cette espèce d'addiction au flip. Ouais. Tu vois, genre, je sais que je vais avoir peur, ce moment est horrible, mais il faut que je le regarde. Ouais, tu m'étonnes. Ta fille, elle voit tes films, d'ailleurs, quand tu parles... Ouais, tous. Pas tous. Chasse gardée, elle l'a vu. Ouais, elle dit quoi ? Elle aime beaucoup le sanglier. Voilà. J'ai offert une peluche sanglier. Ah ouais, c'est drôle. Mais elle dit pas comment elle trouve papa ou... Non, mais elle m'avait vu. En fait, pendant le tournage, des fois, elle vient me voir, j'envoie des photos avec mes tronches, etc., pour qu'elle s'habitue, tu vois, et qu'elle comprenne un petit peu ce qu'on fait comme métier aussi avec ma femme. Et on lui explique qu'en fait, on fait du spectacle, mais qu'on le filme. Aujourd'hui, tous les gamins, ils savent ce que ça veut dire prendre une photo filmée, tu vois, avec le téléphone. Bien sûr. Et on fait un spectacle, on fait les clowns, on fait les zigotos, et puis on se filme. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Donc là, je vais aller tourner un nouveau spectacle filmé. C'est chou. Et alors, Julien, la dernière question, c'est quelle serait, selon toi, la musique ou la chanson idéale pour faire la bande originale du film de ta propre vie? C'est la question la plus dure. Si on fait un film sur Julien Pestel, on met quoi en BO? Attends, t'aurais dû me le dire avant, ça j'aurais préparé, j'aurais trouvé un truc vachement profond, etc. Non, faut que ce soit spontané. La BO du Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu trop. Ouais. Non, mais ça peut être une chanson, hein. Ça peut être une musique que t'écoutes, où tu dis ça, si on fait un film sur moi, je veux qu'il y ait cette chanson dans la BO, tu vois. Et pourquoi, tu vois, c'est ça. Attends, ça va être long, faut que je réfléchisse. Je suis un peu fatigué. Ok. Non, il y a peut-être la chanson d'Aznavour, Mes emmerdes. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. C'est un peu classique. Non, mais non, pas du tout. J'ai travaillé des années, sans répit, jour et nuit. Bon, j'ai pas travaillé tous les jours quand même. Si les gens qui me connaissent écoutent ça, ils disent espèce d'escroc, t'as quand même bien glandé. Mais ouais, tu dirais ça, c'est bien, pour dire que en fait le parcours était long, mais voilà. Ben écoute, c'est bien comme musique. Je vais le mettre pour ceux qui nous écoutent, je vais mettre la vignette en vidéo sur YouTube. Une musique qui dit que, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais que finalement tout ceci n'est pas si important.
pas si grave, quoi. Tu vois, il faudrait que je trouve une musique Tu avec veux dire ce genre que de paroles. tu vis ta vie avec plus de légèreté, quoi, maintenant, c'est ça? Avec plus de légèreté, et puis d'avoir le recul de se dire, au fond, ce qu'on fait, justement, c'est que du divertissement, c'est de l'impalpable, c'est... Tu vois, on n'est pas dans les chantiers, on n'est pas dans les usines à travailler dans le dur, quoi. On s'amuse. Et les gens qui prennent ce métier parfois trop au sérieux, qui en deviennent arrogants ou méprisants, tu envie de leur dire, mon pote, je te rappelle que tu fais rien de palpable. Qu'est-ce que t'as créé, toi? Rien? Bah non, c'est du vide, tu fais rien, tu vois. C'est, voilà, garder du recul sur tout ça. C'est pas bien grave ce qu'on fait. Appliquons-nous pour le faire bien. Bah voilà, parce que comme tu dis, c'est un plaisir. Pas trop de sérieux non plus, quoi. Ouais, non, mais comme tu dis, c'est un plaisir de divertir. C'était le but premier, voilà, le but ultime. Et d'ailleurs, alors, on l'a dit tout à l'heure, il fait beau au moment où on enregistre ce podcast. Et merci, parce que je sais que, voilà, avant qu'on se voit, tu avais des essais costumes. Après qu'on se voit, tu en as d'autres. Est-ce que ça te rappelle ce moment où tu allais à l'école déguisé? Et est-ce que tu as envie de te barrer avec les costumes parfois? Là, je vais faire un casting, là, maintenant. Ah, tu vas faire un casting? Ouais. Et t'es prêt? On va couper, tu vas me faire répéter mon texte. Si tu veux, écoute, avec plaisir, on va faire ça. Merci Julien Pestel d'avoir été mon invité. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, on te souhaite tout le succès évidemment mérité, et puis on te voit très bientôt à l'affiche. J'en profite effectivement pour dire que le 31 juillet sortira au cinéma dans toutes les bonnes salles Super Papa, un film réalisé par Léa Landau. Exact. Avec Ahmed Silla, Zabou, Louis Coldefi, Ismaël Mangora, moi-même. Et toi-même. Et ça va être super. Et ça va être extraordinaire. Alors, ça a été décalé au 7 août, mais en tout cas... fait chier. Mais, on me dit jamais les trucs. Mais c'est vrai, je comprends, mais je suis très contente de t'avoir dans mon film. Merci d'avoir été mon invité. On se retrouve très prochainement, je l'ai dit, pour le dernier épisode de Retour vers le début. Et l'invité, je vous le donne en surprise, c'est moi-même. Voilà, allez, à très vite pour le dernier épisode de cette saison. Et justement, c'est pour vous parler de ce film Super Papa en détail. Je vous embrasse, à très vite. Salut Julien. Salut.